Alors, dans cette première question, on vous demande, donc c'est la partie A, on vous demande d'étudier les variations de cette fonction. Donc, lorsqu'on me demande d'étudier les variations d'une fonction, en fait, il va falloir, la méthode, ça va être de dériver la fonction et de trouver le signe de la dérivée. Donc, ici, pour dériver cette fonction g, donc déjà, cette fonction est dérivable parce que c'est une fonction polynomiale, donc ça, je peux le dire. G est dérivable sur R, parce qu'elle fait partie de la famille des fonctions polynomiales et que vous avez vu dans votre cours que toutes les fonctions polynomiales étaient dérivables sur leur ensemble de définitions, donc ici sur R. G dérivable sur R en tant que fonction polynomiale. Donc du coup, je peux calculer la dérivée. Pour tout x appartenant à R, la dérivée g' de x. Donc pour calculer une dérivée, il faut que je m'interroge sur l'opération principale de la fonction. Les opérations principales, c'est l'addition et la soustraction. Quand je dois dériver une somme, une soustraction, ici, je vais dériver chaque terme séparément et je vais remettre mes opérations. Donc la dérivée de moins 2x au cube. Moins 2x au cube, c'est moins 2 fois x au cube. Donc c'est une constante fois une fonction. Donc je vais laisser la constante et je vais dériver ma fonction. Donc moins 2 fois 3x au carré, puisque 3x au carré est la dérivée de x au cube. Je remets le plus, je dérive x au carré, ça me donne 2x, et je dérive moins 1 qui me donne moins 0. Donc au final, la dérivée vaut moins 6x au carré plus 2x. Alors, pour trouver le signe de cette dérivée, alors j'ai plusieurs méthodes qui peuvent s'appliquer, puisqu'ici je me rends compte que la dérivée, c'est en fait un polynôme du second degré. Donc pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, je peux passer par le discriminant, afin de trouver les éventuelles racines du polynôme du second degré, et ensuite de faire mon tableau de signes. Sinon, quand je suis dans ce cas-là, ici, le polynôme, il est factorisable facilement. Donc, j'ai peut-être pas besoin de passer par le discriminant pour trouver les racines. Ici, je vois que je peux factoriser par 2x, ce qui me donne, alors, moins 6x au carré. Si je factorise par 2x, il me reste moins 3x. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous redéveloppez. Si je fais 2x fois moins 3x, donc le signe moins va être là. 2 fois 3, 6, x fois x, x au carré. Plus 2x ici, je l'avais une fois, donc plus 1. Si je redéveloppe, je retombe bien sur cela. Et donc, plutôt que de passer par le discriminant delta, ce qui serait fait à cette étape-là, en disant que delta était égal à b carré moins 4ac, avec a qui vaudrait moins 6, b qui vaudrait 2 et c qui vaudrait 0. Et au lieu de faire ça, je peux directement trouver mes racines en disant que 2x fois moins 3x plus 1 est égal à 0, si et seulement si. Donc, or, 2x fois moins 3x plus 1 est égal à 0, si et seulement si. Si et seulement si, là j'ai un produit qui est nul, donc si et seulement si, l'un des deux facteurs est nul. Donc soit c'est 2x qui vaut 0, soit c'est moins 3x plus 1 qui vaut 0. C'est donc équivalent à dire 2x égale 0, ça veut dire que x vaut 0. D'accord, soit vous voyez comme un produit vaut 0, mais ça ne peut pas être 2 qui est égal à 0, donc c'est x qui est égal à 0. Soit vous faites l'opération de diviser par 2, vous aurez 0 divisé par 2, de ce côté, vous aurez donc 0. Ou alors, on peut dire que moins 3x égale moins 1, donc x égale 0, ou x égale moins 1 sur moins 3. Donc moins 1 sur moins 3, c'est pareil que 1 sur 3. Donc x égale 0 ou x égale 1 tiers. Donc finalement, j'ai trouvé les racines de mon polynôme. Vous voyez, je les ai trouvées sans passer par delta. Si vous étiez passé par delta, vous auriez trouvé par exemple que x1 valait 0 et que x2 valait 1 tiers. C'est tout à fait possible. Donc, ou je vais dire plutôt 2 plus
Parce que là, j'ai trouvé là où mon polynôme valait 0. Mais moi, ici, je veux le signe. Donc, de plus, je vais dire que le coefficient dominant de mon polynôme, c'était moins 6, vous voyez ici. Donc, moins 6 est un nombre négatif. Donc, si le coefficient dominant de mon polynôme est un nombre négatif, ça veut dire que je suis face à une parabole, pour la courbe représentative, qui va être ouverte vers le bas. Dès que le coefficient dominant est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Et en plus de ça, je sais que ma parabole passe par l'axe des abscisses à deux endroits, donc en x égale 0, ici, et en 1 tiers, ici. Donc pour le signe de G', ça va être tout simple, c'est-à-dire que je vois que G' est d'abord négative, puis positive, puis renégative. Donc je vais effacer et je vais faire le tableau de signes de G' comme je viens de dire. Donc il y aura moins entre moins l'infini et 0, plus entre 0 et 1 tiers, et moins entre 1 tiers et plus l'infini. J'efface et je redémarre. Alors du coup, je n'ai pas effacé là pour avoir encore sous les yeux ce que je disais. Je peux faire du coup mon tableau de signes qui va s'enchaîner avec mon tableau de variation. Donc j'ai x sur moins l'infini plus l'infini. Alors je dis qu'il va s'enchaîner avec mon tableau de variation, mais en fait on me demandait juste les variations. Donc je ne sais pas encore si je vais faire des flèches dans un tableau ou si je vais simplement faire des phrases pour conclure. Je vais peut-être faire que des phrases. Les valeurs importantes seront 0 et 1 tiers. J'ai le signe de f' de x. En 0, ça vaut 0, en 1 tiers, ça vaut 0. Et donc on a dit moins, plus, moins. Moins, plus, moins. Ce qui justifie ce moins, plus, moins, c'est le fait d'avoir dit que le coefficient dominant de la dérivée était négatif. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas faire un tableau de variation. Parce que si je fais un tableau de variation, je vais devoir calculer. Va falloir que je le remplisse en entier. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve les limites, etc. pour le compléter. Donc je vais faire des phrases. Je vais plutôt dire que donc, alors ici c'est pas f', c'est g'. Donc g est, donc là où la dérivée est négative, la fonction g est strictement décroissante. Donc g est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Je peux inclure 0, hein, c'est pas grave s'il y a un nombre fini d'endroits où la dérivée vaut 0 pour dire que c'est strictement décroissant. Et g est strictement croissante sur 0, 1 tiers. Et enfin, g est strictement décroissante sur 1 tiers plus l'infini. Donc voilà, donc j'ai répondu à la question, puisque la question c'était donner les variations, étudier les variations. Donc j'ai étudié les variations, voilà, j'ai fait des phrases plutôt qu'un tableau. Je répète pourquoi, c'est pour éviter d'avoir à compléter les valeurs qui sont au bout des flèches dans mon tableau. Je passe du coup à la question petit b, qui va être de déterminer les limites de g en moins l'infini en plus. Donc, je me réécris ce que c'est que la fonction g. Pour tout x appartenant à R, g de x est égal à moins 2x au cube plus x au carré moins 1. Et donc, je vais étudier par exemple la limite en moins l'infini. Alors, pour étudier les limites ici, je vais regarder si cette forme-là, déjà, est propice à étudier l'écriture. Alors, en moins l'infini. En moins l'infini, x au cube va tendre vers, si x tend vers moins l'infini, x au cube tend encore vers moins l'infini. Parce que vous savez que quand c'est une puissance impaire, eh bien, le signe est conservé. Donc, puisque x au cube, c'est x fois x fois x. Du coup, eh bien, x au cube tend vers moins l'infini. Donc, multiplié par moins 2, désormais, moins 2x au cube va donc tendre vers plus l'infini.
Quand x tend vers moins l'infini, ici, mis au carré, donc comme la puissance est paire, eh bien ça tend vers plus l'infini. Donc ce terme-là tend vers plus l'infini, celui-là tend vers plus l'infini, celui-là tend vers moins 1. Donc finalement, le tout va tendre vers plus l'infini. Voilà, donc pas de problème en moins l'infini. Donc je vais la rédiger, limite en moins l'infini. C'est parti. La limite de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Je répète pourquoi, la puissance est impaire. Donc c'est comme si on avait quelque chose qui tendait vers moins l'infini, fois quelque chose, parce que x au cube c'est x fois x fois x, donc quelque chose qui tend vers moins l'infini, fois quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc ça tend vers plus l'infini, fois quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc finalement je vais avoir un signe moins dans ma réponse. Donc, la limite de moins 2x au cube est égale à plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini, à cause du moins 2. Or, la limite de x au carré, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est également plus l'infini à cause de la puissance paire. Et la limite de moins 1 quand x tend vers moins l'infini, bah ça, il n'y a pas de problème. Vu qu'il n'y a pas de x dans moins 1, bah, il reste lui-même. X peut tendre vers moins l'infini ou vers autre chose, moins 1, c'est moins 1. Donc, par somme des limites, eh bien, la limite de g de x, qui finalement est la somme de cette limite, celle-là et celle-là, eh bien, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est égal à... Donc, on avait dit, ici, on tendait vers plus l'infini et vers moins 1. Donc, finalement, ça tend vers plus l'infini. On passe à la limite en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, ça va être un petit peu différent. Puisque, on essaye toujours à vue comme ça. Si x tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini. Donc, moins 2 fois x au cube tend vers moins l'infini, désormais, à cause du signe du moins 2. Mais x au carré, lui, tend vers plus l'infini. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose qui tend vers moins l'infini, additionné à quelque chose qui tend vers plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Il faut donc que je change la forme, l'écriture, ici, de mon expression de g. Donc, je vais modifier cette expression. Vous savez que la méthode pour y arriver, ça va être de factoriser par le x avec la puissance la plus grande, c'est-à-dire par celui dont on pense qu'il va remporter le challenge. Donc, g de x est égal à, je vais factoriser par x au cube. X au cube, facteur de, il me reste moins 2 pour le premier. Ici, j'avais x au carré. Si je veux forcer la factorisation par x au cube, je pouvais prendre x au carré, mais il me manquait un x. Donc finalement, je me retrouve avec plus 1 sur x. En effet, si on redéveloppe, ça donne x au cube fois 1 sur x. Ce qui donne x au cube sur x. Je peux simplifier le x du dénominateur avec 1 dx du numérateur. Et je vais bien arriver à x au carré. Donc je retombe bien là-dessus. Donc c'est bien 1 sur x qu'il me fallait. Et ici, il n'y a pas du tout de x au cube. Donc ça fait moins 1 sur x au cube, puisque si je redéveloppe, je vais me retrouver avec x au cube fois 1 sur x au cube, ce qui fait x au cube sur x au cube, ce qui donne bien 1. Voilà, donc avec cette forme, ça va bien fonctionner, puisque désormais, dans ma parenthèse ici, eh bien 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, et 1 sur x au cube aussi. Donc tout ça tend vers 0, donc tout ça va tendre vers moins 2, x au cube tend vers plus l'infini, donc on va tendre vers quelque chose qui tend vers plus l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers moins 2, finalement ça tend vers moins l'infini. Donc on va dire la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors soit je détaille chaque petit bout, soit je parle directement de la parenthèse en entier. Donc je vais parler directement de la parenthèse. Parce que j'ai déjà fait une limite en moins l'infini, etc. Donc j'ai déjà fait un petit peu de travail dans cette question, donc je me permets d'être un petit peu plus rapide sur la rédaction. Donc la limite de ma parenthèse, c'est moins 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini
de x au cube, c'est plus l'infini. Donc par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x n'est autre que, donc on avait quelque chose qui tendait vers moins 2, l'autre qui tendait vers plus l'infini, donc ça me donne moins l'infini. Voilà pour cette limite. Pour la question 2, eh bien pour la question 2, on nous demandait de démontrer que l'équation g de x égale 0 admettait une unique solution dans R, notée alpha. Vous savez, quand on a ce type de questions, eh bien souvent ça se règle en observant un tableau de variation. Donc, je vais essayer de tracer le tableau de variation de ma fonction g. Donc j'ai x, on est sur moins l'infini plus l'infini. Je vous rappelle qu'on avait trouvé qu'en 0 et 1 tiers, eh bien la dérivée s'annulait et donc on avait trouvé les variations de f. Je les avais rédigées avec, je vous rappelle, avec des phrases. Donc on avait trouvé que la fonction f était décroissante, puis croissante, puis à nouveau décroissante. Je vous avais dit, je n'ai pas encore les limites, donc je ne trace pas le tableau. Mais maintenant, je les ai. J'ai trouvé à la question précédente que la limite en moins l'infini, c'était plus l'infini. Que la limite en plus l'infini, c'était moins l'infini. Donc maintenant, pour savoir, la question, c'est de résoudre l'équation. Alors, à chaque fois, je mets f, mais c'est g. Voilà. Donc, la question que je me posais, c'était de savoir si l'équation g de x égale 0 avait des solutions. Et même l'énoncé me dit qu'il faut que je montre qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, eh bien ici, je vois que je suis parti d'images qui tendaient vers plus l'infini. Je vais arriver à la fin à des images qui tendent vers moins l'infini. Donc a priori, il y a des chances pour que j'ai des antécédents à 0, c'est-à-dire qu'il y ait des x tels que g de x soit égaux à 0. Mais peut-être qu'il peut y en avoir plusieurs, donc on va vérifier ici les valeurs au bout des flèches. Alors ici, il faut que je calcule g de 0. Donc c'est parti, g de 0, qu'est-ce qu'il vaut ? Donc je reprends la fonction g qui valait moins 2x au cube, donc ça va me faire moins 2 fois 0 au cube, plus x au carré, donc plus 0 au carré, moins 1. Ce qui me donne g de 0 vaut donc 0 plus 0 moins 1, ça vaut donc moins 1. Ensuite, ici, je veux l'image de 1 tiers, donc je vais calculer g de 1 tiers, ça me donne moins 2 fois x au cube, ce qui me donne moins 2 fois 1 tiers au cube, plus x au carré, donc plus 1 tiers au carré, moins 1. Ce qui me donne moins 2 fois 1 tiers au cube, ça fait 1 27e, plus 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième, moins 1. Ici, je vais tout mettre au même dénominateur pour m'en sortir. Donc ça me donne moins 2 sur 27. Vous pouvez aussi faire la calculatrice, hein, c'est pas gênant. Plus 1 neuvième, il faut que je multiplie par 3 le dénominateur et donc par 3 le numérateur pour obtenir 27. Donc ça me donne 3 27e. Et moins 1, c'est moins 27 27e. Pardon. Donc du coup, moins 2 27e, moins 27 27e, ça fait moins 29 27e. Plus 3 27e, je suis donc à moins 26 27e. Donc moins 26 27e. Donc ici, moins 26 sur 27. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, c'est un nombre négatif. Alors j'aime pas trop quand le moins, on ne sait pas trop où il est. Hop, je le mets devant. Donc voilà, j'ai mon tableau de variation, donc je vais effacer mes calculs ici parce qu'ils ne vont plus me servir. Et donc je vais raisonner sur ma question, à savoir, est-ce que g de x a été égal à 0 un jour? Sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, j'analyse un peu mon tableau de variation. Ici, sur moins l'infini, 0, j'observe que les images sont parties d'images qui tendaient vers plus l'infini, qu'elles ont diminué ces images pour atteindre moins 1 en 0. Donc j'ai eu des images positives qui sont devenues négatives. Donc c'est un bon endroit pour qu'il y ait une valeur pour laquelle on est passé par 0. Alors on va le rédiger proprement parce qu'il y a quand même
des petites hypothèses. Donc on va dire sur moins l'infini 0, qu'est-ce qui se passe? J'ai une fonction g, déjà, qui est continue. C'est-à-dire que, vulgairement, c'est je la trace sans lever le stylo. C'est-à-dire c'est pour éviter qu'il y ait une discontinuité qui fasse que, bien qu'on soit en train de descendre, de diminuer, d'être décroissant, eh bien, on pourrait sauter des images et reprendre un peu plus bas. Donc g est continu. On élimine cette possibilité. Donc g est continu sur moins l'infini 0. Si je veux absolument justifier qu'elle est continue, je peux dire car g est dérivable, ou alors je peux dire car g est une fonction polynomiale, et je sais que toutes les fonctions polynomiales sont continues sur leur ensemble de définitions. Ensuite, g, je veux dire qu'elle est strictement décroissante. Ça m'assure que qu'en fait, il n'y aura qu'une unique solution s'il y en a une. Strictement décroissante sur moins l'infini 0. Et enfin, il faut que je m'assure que j'étais dans les positifs, entre guillemets, au départ, et dans les négatifs à la fin, donc je suis bien passé par 0, c'est-à-dire que 0 est une valeur intermédiaire. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de la limite en moins l'infini. Je vais dire la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est plus l'infini. Et l'image de 0, donc g de 0, est égale à moins 1. Or, je vais dire or, 0, donc c'est le 0 qui est là, hein, c'est pas lui. Hein. Donc je le mets en rouge, tiens. Hop, 0 appartient bien à l'intervalle. Alors attention, je ne dis pas l'intervalle plus l'infini moins 1, c'est dans un intervalle toujours le plus petit qu'on dit en premier. Donc c'est sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc d'après le théorème, alors soit vous dites théorème des valeurs intermédiaires, soit théorème de la bijection, soit aussi corollaire du théorème de la bijection. En général, on dit plutôt corollaire, puisque ici on utilise une limite, alors que dans le théorème de base, on n'est pas censé raisonner avec des limites. Bref, tout est accepté un jour de bac. D'après le théorème, ou le corollaire du théorème de la bijection, ou du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien l'équation, est-ce que vous voyez quand j'écris? Oui. L'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur, alors attention, là je vais juste raisonner sur moins l'infini 0. Donc sur moins l'infini 0. Voilà. Voilà pour ce théorème. Donc j'ai juste bien précisé qu'il y avait un 0 ici, et donc j'ai qu'à dire que du coup, c'est pour un certain x qui s'appelle alpha, comme on me dit dans l'énoncé. Alors par contre, je n'ai pas terminé ma question, puisque là j'ai dit qu'il y avait une valeur de x pour laquelle l'image allait être 0, sur l'intervalle moins infini 0, mais je n'ai pas parlé du reste. Si ça se trouve ici, il va y avoir d'autres endroits où les images sont égales à 0. Et dans ce cas-là, j'aurais pas montré ce qu'on me demandait, c'est-à-dire moi on me demandait de montrer qu'il y en avait une seule. Donc là j'en ai trouvé une, il faut que je m'assure qu'ailleurs il n'y en avait pas. Comme ça en fait bien une seule. Du coup, je vais raisonner sur, alors je ne sais pas si vous voyez le tableau, oui. Donc je vais raisonner maintenant sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'autre solution, puisqu'en fait, sur 0 plus l'infini, en observant mon tableau de variation, je vois que moins 26 27e, qui est un nombre négatif, c'est le maximum de ma fonction g. Donc, si le maximum d'une fonction est négatif, ça veut bien dire que la fonction ne peut pas être égale à 0 par définition du maximum. Donc, je vais rédiger ça. J'efface donc ce que je viens d'écrire. Et on va dire sur 0 plus l'infini. Je recadre un peu le tableau. Hop. Sur 0 plus l'infini. Donc là, vous voyez, je règle tout l'intervalle 0 plus l'infini, même s'il y a deux flèches sur cet intervalle, je règle tout d'un seul coup en parlant simplement du maximum. C'est un argument qui suffit. Il n'y a pas besoin que la fonction soit continue ou quoi que ce soit. La définition d'un maximum, c'est que toutes les images sont inférieures ou égales
au maximum sur l'intervalle. Ça veut dire que si ce maximum est négatif, g ne peut pas être égal à 0. Donc, sur 0 plus l'infini, g admet pour maximum moins 26 sur 27. Vous pouvez mettre entre parenthèses, qui est négatif. Pour bien enfoncer le clou. Donc, l'équation g de x égale 0 n'a pas de solution sur cet intervalle, sur 0 plus l'infini. D'accord? Il n'y a pas besoin de parler de théorème des valeurs intermédiaires ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment l'idée, la définition du maximum. Donc finalement, qu'est-ce que je peux conclure? Je mets un grand donc. Donc j'ai dit que sur moins l'infini 0, il y avait une unique solution. J'ai dit que sur 0 plus l'infini, il n'y avait pas de solution. Donc, je vais conclure sur tout l'intervalle. Donc sur R, l'équation g de x égale 0 a une unique solution. Voilà dans un premier temps. Alors la question n'est pas complètement terminée, puisqu'après on me demandait de montrer que alpha était dans l'intervalle moins 1, 0. Alors là, moi j'ai prouvé qu'alpha était dans l'intervalle moins l'infini 0, mais je n'ai pas prouvé qu'il était dans l'intervalle moins 1, 0. Alors pour prouver que alpha est dans l'intervalle moins 1, 0, donc c'est ça que je veux prouver. Je veux prouver que alpha appartient à moins 1, 0. Pour prouver que alpha appartient à moins 1, 0, bah, il suffit juste de vérifier. Alors du coup, je vais décaler un peu mon alpha. Hein. Pas très grave, mais c'est pour y voir quelque chose. Eh bien, il suffit juste de vérifier que l'image de moins 1 qui se trouverait ici du coup, que l'image de moins 1 est bien un nombre ici qui serait positif. Si j'arrive à prouver que l'image de moins 1 est positive, ça veut bien dire qu'en fait, je n'avais pas encore, pour ma courbe, coupé l'axe des abscisses, ce qui veut bien dire que alpha, en fait, est dans la partie entre moins 1 et 0. Voilà. Donc, je vais juste calculer l'image de moins 1 et vérifier que l'image de moins 1 est bien positive et donc qu'on n'était pas encore passé par 0. Donc, on va terminer cette question comme ça. Donc, pour montrer qu'alpha est entre moins 1 et 0, je vais tout simplement calculer l'image de moins 1. Alors, on va dire g de moins 1 égale, je reprends la formule, l'expression de la fonction. Donc, c'est moins 2x au cube. Donc, moins 2 fois moins 1 au cube, plus x au carré. Donc, plus moins 1 au carré. Et après, on termine par moins 1. Donc, ça donne moins 2 fois moins 1 au cube. Ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Ça fait moins 1. Plus moins 1 au carré. Moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Moins 1, ça donne donc moins 2 fois moins 1, 2, plus 1, moins 1, donc ça s'annule, donc finalement, ça donne 2. Donc vous voyez, en fait ici, on était à 2. Donc, ça veut bien dire que alpha est entre moins 1 et 0. On va dire donc, g de moins 1 est un nombre positif, vous pouvez le dire en toutes lettres, et positif. Donc, alpha appartient en fait à moins 1, 0. Voilà. On va donc passer à la partie 3. Alors, la question 3, plutôt, je dis partie 3, c'est question 3. Donc ici, on me demande maintenant d'en déduire le signe de G. Donc toujours pareil, je vais me servir de ce tableau de variation. Et on va regarder le signe de G. Bah, vous voyez, les images, les G de X, qu'est-ce qu'ils valent? Bah, ici, ils tendaient vers plus l'infini, moins l'infini, donc les images sont positives. Hein. Là, les images sont positives, sont positives, sont positives. Là, elles vaut 2, c'est toujours positif, 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 positif. Hop, en alpha, les images sont, enfin, l'image vaut 0. Donc après, on continue
à être décroissant, j'ai continué à être décroissante, donc ça veut dire que les images deviennent négatives. Les images sont négatives, négatives, négatives. Alors là, ça remonte, hein, mais on ne croise pas 0. Hein. Vous voyez, on remonte jusqu'à une valeur négative. Donc partout ici, les images sont négatives. Et ensuite, encore ici, les images sont négatives. Donc, bah, le signe de G, on peut le déduire directement si on veut. On peut prolonger, refaire le tableau et prolonger en dessous. Signe de G. On a donc ici la valeur, ça faisait 0. Donc G vaut 0 à cet endroit-là. Hein. Et ensuite, on regarde par rapport au tableau de variation. Ici, la fonction était décroissante, on était au-dessus de 0, donc le signe de G, c'est positif. Et partout ici, en fait, on est en dessous de 0, le signe est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire sur la courbe? En fait, sur la courbe, ça veut dire quelque chose comme ça. Hein. Si vous n'arrivez pas à voir avec le tableau de variation, on fait un petit schéma. La courbe de ma fonction G, que fait-elle? Eh bien, vous voyez, elle vient de plus l'infini. En alpha, quelque part entre moins 1 et 0, donc quelque part entre moins 1 et 0, eh bien, elle coupe l'axe des abscisses. Donc ça me donne quelque chose comme ça. Que je ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. Ici, en 0, elle vaut moins 1. Donc ici, moins 1. Et ensuite, eh bien, elle reprend son ascension. Mais elle reprend son ascension jusqu'à une valeur qui est négative. Et après, donc ici, c'est en 1 tiers. D'accord, là, mon unité, c'est 1. Donc 1, c'est par là. En 1 tiers, elle en est à son maximum. Et ensuite, elle repart vers moins l'infini. Voilà, donc grossièrement, ma courbe a un croquis comme celui-là, hein, un graphique, même si j'ai fait à main levée. Donc, l'allure de la courbe, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'elle est positive jusqu'au fameux alpha. Alpha, c'est ici, c'est l'endroit où on est passé par 0. Et qu'ensuite, elle a beau être décroissante, croissante, décroissante, cette fonction, eh bien, elle est toujours en dessous de l'axe des abscisses, donc son signe, c'est bien toujours négatif. Voilà, donc ça, c'est à noter quelque part, parce qu'on va en avoir besoin dans la partie B. Donc on passe à la partie. Alors, dans la partie B, première question. Donc on introduit une fonction f, on nous dit qu'elle est définie et dérivable sur R. On nous donne son expression qui est celle-là. Ensuite, on nous demande de démontrer que la limite en moins l'infini de cette fonction, c'est moins l'infini. Alors, on va regarder déjà un petit peu ce qui se passe en moins l'infini. 1 tend vers 1, x tend vers moins l'infini, x au carré, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini à cause de la puissance paire. X au cube en moins l'infini tend vers moins l'infini à cause de la puissance impaire. Donc finalement, déjà ici, dans la parenthèse, on a une forme indéterminée, puisqu'il y a des expressions qui tendent vers plus l'infini et d'autres vers moins l'infini, et qu'on est en train d'additionner tout ça. Donc j'ai déjà une forme indéterminée. Ici, en moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? Si x tend vers moins l'infini, moins 2x tend vers plus l'infini. Donc moins 2x plus 1 tend vers plus l'infini. Exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc par composition ici, ça va être plus l'infini. Donc l'exponentielle, pas de problème, tend vers plus l'infini, mais par contre ici, en parenthèse, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc pour régler les problèmes, les formes indéterminées, quand on a un polynôme comme ça, eh bien, on s'en sort en factorisant par le x qui a la puissance la plus importante. Donc, je vais commencer par factoriser. Alors, je vais factoriser le x au cube, je vais le mettre près de l'exponentielle. J'ai le droit, hein, on fait ce qu'on veut. On peut le mettre devant la parenthèse ou après. Comme tout ça, ce sont des multiplications, ça ne change rien. Alors, si je factorise par x au cube, qu'est-ce qu'il me reste du premier? 1, si je lui prends x au cube, vu qu'il ne l'avait pas, eh bien, il lui reste 1 sur x au cube. Comme ça, en développant, 1 sur x au cube fois x au cube, ça me redonne bien x au cube sur x au cube, donc 1. Plus, lui, il en avait 1, mais j'en veux 3. Donc, ça me donne 1 sur x au carré. Lui, il en avait 2, mais j'en veux 3, donc je lui fais crédit de 1. Et celui-là, c'est bon, il avait les 3, donc c'est bien plus 1. Si je redéveloppe, je vous laisse vérifier, je retombe sur 1
x au carré, x au cube. L'avantage de tout ça, c'est quoi? C'est que maintenant, moins l'infini, toute cette parenthèse va tendre vers 1, puisque chaque petit terme ici, le x au dénominateur tendant vers moins l'infini, 1 sur quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. 1 sur quelque chose qui tend vers moins l'infini, mais qui est au carré, ça fait 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Et là, ici, 1 sur quelque chose qui tend vers moins l'infini au cube, c'est 1 sur quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc ça tend aussi vers 0. Donc je vais dire que la limite, je vais éliminer toute ma parenthèse d'un coup, de 1 sur x au cube, plus 1 sur x au carré, plus 1 sur x, plus 1, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 1, la limite. Tout cela tend vers 0, donc ça tend vers 1. Maintenant, en moins l'infini, vers quoi tend x au cube? Eh bien, x au cube, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, ça tend vers moins l'infini à cause de la puissance impaire. Donc, le signe est conservé. Maintenant, il me reste à parler de l'exponentielle. Alors, pour l'exponentielle, eh bien, je vais déjà parler de ce qu'il y a dans l'exposant. Donc, la limite, l'exposant, je peux le régler en un coup. La limite de moins 2x plus 1, c'est égal à, en moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini, donc moins 2x tend vers plus l'infini. On rajoute 1, ça ne change rien, plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir que je compose avec l'exponentielle. Alors, soit vous n'avez pas compris grand-chose au composé, donc retournez réviser un petit peu les chapitres avec les composés. Une rédaction qui passerait un jour de bac, ce serait quand même de dire directement, donc la limite de exponentielle de moins 2x plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égal à, donc se dire ça, ça tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Soit vous le dites directement, vous aurez tous les points, soit vous voulez bien rédiger proprement, mettant tous les détails, ça c'est à vous de voir en fait. Et dans ce cas-là, on va bien préciser la composition. Pourquoi je vous dis c'est à vous de voir? Parce que là, vous voyez ici, il y a eu une modification d'écriture, etc. Donc ça peut être une rédaction qui peut vite devenir très longue si on détaille tout. Vous voyez par exemple ici, pour la parenthèse, j'ai tout traité d'un coup, pour ne pas avoir à détailler la limite de celui-là, la limite de celui-là, la limite de celui-là, la limite de celui-là, donc la limite de celui-là. Voilà. Donc c'est à vous de voir en fonction de la longueur de la question, un petit peu à quel niveau de rigueur vous vous mettez. Alors je vais rédiger la composition proprement. Donc la limite de moins 2x plus 1 est égale à plus l'infini. Or, la limite d'une exponentielle de grand X quand le grand X tend vers plus l'infini, puisque c'est ça qui se passe, c'est ce qu'il y a en haut de l'exponentielle qui tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc par composition, eh bien la limite, quand x tend vers moins l'infini, le petit, pas le grand, de exponentielle de moins 2x plus 1, est bien égal à plus l'infini. Voilà. Donc, j'ai justifié ici, la limite c'est 1, ici la limite c'est moins l'infini, ici la limite c'est plus l'infini. Donc finalement, quelque chose qui tend vers 1 fois quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et quelque chose qui tend vers moins l'infini fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers moins l'infini. Donc par produit, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. On regarde dans l'énoncé, c'est bien ce qu'on nous demandait de montrer. Donc, pas de problème, on a réussi cette question. On passe à la suivante. Alors, question 2a, on me demande de démontrer que pour tout x strictement supérieur à 1, eh bien, il faut que j'arrive à montrer que 1 est plus petit que x, qui est plus petit que x au carré et qui est plus petit que x au cube. Alors ça, c'est des questions très intuitives, et donc en général, les questions très intuitives, on a du mal à rédiger, parce que ça nous semble tellement évident que, en fait, on ne sait pas trop quoi dire. Alors, il faut faire attention quand même, parce qu'on a l'impression, là, ici, quand on voit ça, qu'un x, quand on le met au carré, on obtient toujours un résultat plus grand. Ça, c'est pas vrai. Je vous rappelle que si vous avez un x qui est entre, entre 0 et 1, par exemple, quand on le met au carré, eh bien, le carré n'est pas plus grand. Je vous donne un exemple. Si je prends x égale
1 demi, c'est-à-dire 0,5, eh bien son carré, c'est un quart, c'est-à-dire 0,25, son carré est plus petit. Donc ce qui fait que le carré d'un nombre est plus grand que le nombre lui-même, c'est le fait qu'on soit strictement supérieur à 1. Voilà. Donc c'est pas si évident que ça en fait. Tout ça, c'est parce qu'on est au-dessus de 1. Donc comment je rédige ça? Donc on m'a dit pour tout x plus grand que 1. Alors, je vais partir de là. Donc je vais dire si x est plus grand que 1. Alors, dans ce cas-là, lorsque je multiplie par x dans les deux membres de mon inégalité, je vais obtenir x fois x plus grand que x fois 1. Et donc, j'ai obtenu que x au carré était plus grand que x. Alors, il y a un petit quelque chose à dire. Quand je multiplie par x, pour justifier que je ne change pas le sens de l'inégalité, ici, je vais bien préciser car x est positif. Il est positif puisqu'il est plus grand que 1. Donc, quand je multiplie par un nombre positif dans une inégalité, des deux côtés d'une inégalité, dans les deux membres, eh bien, je ne change pas le sens. Donc, finalement, vous voyez, j'ai réussi à prouver que x au carré était plus grand que x. Donc, j'ai que x est plus grand que 1 et que x au carré est plus grand que x. Donc, j'en suis où? J'ai prouvé que x était plus grand que 1. Enfin, j'ai prouvé, on me l'a dit. Et après, je viens de prouver que dans ce cas-là, x était plus petit que x au carré. Donc, x est plus petit que x au carré. Donc, il me reste juste à prouver que x au carré est plus petit que x au cube. Bon, c'est parti. On va repartir du fait que x au carré est plus grand que x. Si x au carré est plus grand que x, ça veut dire quoi? Si je remultiplie par x dans les deux membres, ça fait x fois x au carré est plus grand que x fois x. Quand j'ai fait pareil, sauf que je suis parti de cette inégalité. Donc, x fois x au carré, ça me donne x au cube. Et de l'autre côté, j'obtiens, dans l'autre membre, j'obtiens x au carré. Toujours pareil, ici j'ai multiplié par x pour justifier que je garde le même sens. Je dis car x est positif. Donc finalement, je viens de prouver que x au cube serait plus grand que x au carré. Donc, qu'est-ce que je viens de prouver? Que pour tout x plus grand que 1, eh bien, ici j'ai 1 qui est plus petit que x est plus petit qu'x2, et que x2 est plus petit qu'x3. Voilà comment on peut montrer proprement qu'on a cette inégalité. Donc dans la question 2b, on me demande d'en déduire, donc ça veut dire qu'il va falloir que je me serve de ce que je viens de faire. Donc je veux en déduire que pour tout x plus grand que 1, eh bien f de x est en fait compris entre 0 et 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. Alors au début, on a envie de dire, je vois pas trop le rapport avec ce que j'ai fait avant. Puisque avant, je vous rappelle, on a démontré une inégalité, 1 plus petit que x, plus petit qu'x au carré, plus petit que x au cube. On voit pas trop le rapport avec f de x. Donc le mieux, si vous ne savez pas par où démarrer, c'est peut-être d'observer déjà ce que c'est que f de x, pour voir quel pourrait être le lien avec ce que vous avez fait avant. Alors, f de x, alors ici, on s'intéresse que au x plus grand que 1. Donc pour tout x plus grand que 1, f de x, je regarde la définition. La définition de mon exercice, c'est 1 plus x au carré plus x au cube fois exponentielle de moins 2x plus 1. Bon, très bien. Et donc, f de x, en quoi est-ce que je peux prouver que c'est plus grand que 0 pour tout x plus grand que 1? Et en quoi je peux prouver que c'est plus petit que 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1? Alors, plus grand que 0, ça ne va pas être super compliqué. Puisque, donc en fait, c'est juste trouver le signe. Être plus grand que 0, c'est être positif. Donc si je regarde un petit peu le signe, je regarde l'opération principale, c'est une multiplication. Donc il faut que je trouve le signe du deuxième facteur et du premier facteur. Le deuxième facteur n'est pas très compliqué, c'est une exponentielle. Donc vous savez qu'une exponentielle est toujours strictement positive. Donc il me reste juste le signe du premier facteur à trouver. Et pourquoi est-ce que 1 plus x au carré plus x au cube serait toujours positif? Comme ça ferait positif fois positif. On aurait prouvé qu'f de x était positif. Alors pourquoi est-ce que ça, c'est positif pour tout x plus grand que 1? Eh bien, j'ai vu juste avant que pour tout x plus grand que 1, justement,
eh bien, x était plus grand que 1, mais x au carré était plus grand que x, et x au cube était plus grand que x au carré. Donc ça veut dire qu'en fait, 1, x, x au carré et x au cube, c'est tous les quatre des nombres positifs, puisque 1 est positif, et les autres sont plus grands que 1. Donc ils sont tous positifs. Donc ici, en fait, je vais avoir additionné dans cette parenthèse que des nombres positifs. Donc je vais bien pouvoir montrer que 1 plus x au carré plus x au cube est quelque chose de positif, et j'aurai réglé ce petit souci que j'avais ici, déjà cette partie-là. Ce sera déjà une première étape. Donc, comment je le rédige? Je dis que pour tout x plus grand que 1, quand j'additionne les 4, 1 plus x au carré plus x au cube, eh bien, ça me donne quelque chose de strictement positif. Or, je rajoute un argument, l'exponentielle ici est strictement positive. Or, pour tout x plus grand que 1, exponentielle de moins 2x plus 1 est aussi strictement positif, car la fonction exponentielle est strictement positive sur R, donc en particulier, enfin je dis sur R parce que là il peut s'être passé n'importe quoi en exposant, donc très bien, je ne m'embête pas. Et donc, par produit, vous avez que f de x sera bien positif. Donc, pour tout x plus grand que 1, f de x est strictement positif. Donc on a montré la première partie de notre inégalité. Alors vous voyez, pour ceux qui sont un peu sceptiques en général sur l'utilisation des quantificateurs, c'est-à-dire les pour tout x plus grand que 1, etc. Là, vous voyez que tout ce qu'on raconte, ça n'est vrai que pour tout x plus grand que 1. Parce que si jamais x est négatif, par exemple, eh bien on pourrait avoir ce facteur-là qui aurait un résultat négatif. Pour l'exponentielle, ça ne changerait pas grand-chose, mais pour celui-là, on pourrait être négatif. Donc c'est vraiment le fait d'être plus grand que 1 qui fait qu'on peut affirmer que f de x est positif. Donc ça, c'était la première partie de mon inégalité. Donc je peux me la renoter dans un coin. J'ai réussi à prouver que f de x était positif. Je vais effacer et je vais montrer la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ça va être de montrer que pour tout x plus grand que 1, f de x est bien plus petit que 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. Alors là, je me dis comment je peux comparer f de x qui vaut ça à 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. Déjà, je me dis, ça se ressemble un peu. F de x, en fait, eh bien, c'est ça. Donc, en fait, si je remplace ce que je dois démontrer, pour démontrer ça, il suffit que je démontre que 1 plus x au carré, là, je vous explique le cheminement de pensée, plus x au cube exponentielle de moins 2x plus 1, eh bien, il faut que j'arrive à montrer que c'est plus petit que 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, pour démontrer que ça, c'est plus petit que ça, là, j'observe qu'ici, à chaque fois, j'avais fois exponentielle de moins 2x plus 1 et fois exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, ce qui fait que l'un est plus petit que l'autre, ce n'est pas la partie exponentielle puisqu'elle est dans les deux. Donc, déjà, ces deux parties-là ne vont plus m'intéresser. Ici, les deux sont positives. À la limite, je pourrais même simplifier ici dans mon inégalité. Donc, si j'arrive à prouver que 1 plus x au carré plus x au cube est plus petit que 4x au cube, ça voudra bien dire qu'après, en multipliant par l'exponentielle, ça reste rangé dans le même ordre puisque l'exponentielle est positive. Donc, mon but, en fait, ça va être de prouver que 1 plus x au carré plus x au cube est plus petit que 4x au cube. Et bien, en fait, c'est assez logique. C'est-à-dire que quand j'observe les 4 nombres ajoutés ici, eh bien, j'avais prouvé quoi? J'avais prouvé que pour tout x plus grand que 1, j'ai prouvé dans la question précédente que x était plus grand que 1, x au carré était plus grand que x, et que x au cube est plus grand qu'x au carré. Donc, ça veut dire que des 4, c'est x au cube qui est le plus grand. Donc, quand j'additionne les 4, ça me donne forcément un nombre plus petit que si j'avais additionné 4 fois le plus grand. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, 1, il est plus petit qu'x au cube. Donc en fait, si à la place de 1, je mets x au cube, ça me donne quelque chose de plus grand que 1. Plus, si au lieu d'ajouter x, j'ajoute encore x au cube. C'est encore plus grand puisque x était plus petit qu'x au cube. Plus x au carré, si je prends quelque chose de plus grand qui est x au cube et que je le remplace, eh bien en fait, j'obtiens bien que cette somme-là
va être plus grande que celle-là, puisque lui est plus grand que lui, lui est plus grand que lui, lui est plus grand que lui, et lui vaut pareil que lui. Donc si j'additionne ces 4 nombres, ça va me donner un résultat plus petit que si j'additionnais ces 4-là, puisque chacun des 4 est plus grand que les autres. Donc ça veut dire que grâce à ça, je peux dire que pour tout x plus grand que 1, eh bien 1 plus x au carré plus x au cube, c'est en fait plus petit que si j'avais additionné 4 fois x au cube. X au cube, plus x au cube, plus x au cube, plus x au cube. Voilà. Et donc, ça veut dire que en fait, ça, c'est plus petit que 4 fois x au cube. Donc, on termine le raisonnement. Maintenant, on remet tout ça dans l'ordre. Donc, pour tout x plus grand que 1, eh bien, 1 plus x au carré plus x au cube est plus petit que 4 fois x au cube. Et donc maintenant, je peux multiplier des deux côtés de mon inégalité, dans les deux membres, par quelque chose de positif, ça ne changera pas le sens de l'inégalité. Bah, le quelque chose de positif, ça va tout simplement être l'exponentielle qui me manquait. Donc 1 plus x au carré plus x au cube exponentielle de moins 2x plus 1 sera plus petit que 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. Donc j'ai prouvé quoi? Bah, j'ai prouvé que f de x, tout ça c'est f de x, donc f de x est bien plus petit que 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. Ce qu'on me demandait. Alors moi on me demandait de montrer aussi que c'était plus grand que 0. Je vous rappelle que j'avais réussi à le démontrer juste avant. Donc je vais conclure. Je mets un grand donc puisque je vais rassembler la réponse de tout à l'heure et celle que je viens de trouver. Donc pour tout x plus grand que 1, j'ai bien 0 qui est plus petit que f de x, qui est lui-même plus petit que 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. Voilà qui vient conclure cette question, qui n'est pas si simple. Ici, c'est des principes de majoration. Hein. Donc ici, les inégalités, il faut absolument que vous appreniez à gérer ce genre de petites choses. Alors, dans la question 2, on me demande dans un premier temps de vérifier que pour tout x appartenant à R, cette expression est égale à cette expression. Donc pour démontrer que deux expressions sont égales en mathématiques, il y a plusieurs manières de faire. Alors je vous en cite quelques-unes. Je pars de la première expression, je fais des calculs, j'arrive à trouver la deuxième. Je pars de la deuxième, je fais des calculs, j'arrive à trouver la première. Je pars de la première, je fais des calculs, j'arrive à une expression. Je pars de la deuxième, je fais des calculs, j'arrive à la même expression. Du coup, comme j'ai les mêmes expressions pour chacun des deux expressions qui étaient là, c'est qu'au départ, elles étaient égales. Une dernière méthode qui existe, c'est de faire la différence entre les deux et regarder si ça vaut bien 0 la différence. Voilà. Moi, je vais prendre la méthode qui consiste à partir de cette expression-là et à arriver à celle-là. Donc, pour tout x appartenant à R, donc je vais partir de 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. C'est égal à. Alors, j'oublie pas que je vais arriver à ce genre d'écriture. Donc ici, je vois exponentielle de moins 2x. Moi, pour l'instant, j'ai exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, je vais m'arranger pour ne plus avoir le plus 1. Donc, je vais dire que c'est égal à 4x au cube exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 1. Et oui, vous savez que exponentielle de a fois exponentielle de b, ça fait exponentielle de a plus b. Du coup, bah là, je ne suis pas trop mal, puisque regardez ici, e puissance 1, et bien en fait, c'est rien d'autre que e. Donc, j'ai retrouvé le e que je voulais. Donc, en fait, j'ai e fois 4x au cube fois exponentielle de moins 2x. Donc, en fait, vous voyez, j'ai déjà ça qui est bon et ça qui est bon. Il me reste juste à vérifier que le 4x au cube que j'ai là peut aussi s'écrire 2x au cube sur 2. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Alors là, si j'observe un petit peu cette écriture, 2x au cube, c'est quoi? Bah, c'est 2 au cube fois x au cube. Donc le x au cube, en réalité, je l'ai déjà. Il me reste juste à avoir le 2 au cube. Le problème, c'est que moi, j'ai 4. 4, c'est 2 au carré. Donc en fait, moi, ce que j'ai, c'est exponentielle de 2 au carré fois x au cube plus fois exponentielle de moins 2x.
Donc du coup, 2 au carré, je peux tout à fait fabriquer ici un terme en disant que 2 au carré, c'est comme si j'avais 2 au cube divisé par 2 fois x au cube fois exponentielle de moins 2x. D'accord? C'est parce que je veux refabriquer le x au cube. Et je m'aperçois qu'en le 2 au cube, pardon. Et je m'aperçois qu'en refabriquant le 2 au cube, eh bien en fait, j'ai refabriqué le divisé par 2 qui est ici. Donc finalement, je vais juste dire que là, comme tout ça, c'est multiplication et division, je les fais dans l'ordre que je veux. Donc j'ai tout à fait le droit de dire que je commence par faire e divisé par 2, que je multiplie par 2 au cube, que je multiplie par x au cube, que je multiplie par exponentielle de moins 2x. Et maintenant, comme j'ai 2 au cube fois x au cube, je peux tout rassembler sous une même puissance. Donc E2 fois 2x au cube fois exponentielle de moins 2x. Voilà une des manières de démontrer que 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1 est égal à e sur 2 fois 2x au cube fois exponentielle de moins 2x. Alors cette écriture, quand on vous donne un changement d'écriture, vous avez l'habitude maintenant, c'est très certainement que ici on va avoir l'intention de vous faire calculer la limite. Hein, ce n'est pas le seul cas où on fait des changements d'écriture, mais c'est quand même un cas où, qui arrive souvent quand on est face à une forme indéterminée. On modifie l'écriture en vue d'avoir une forme pour laquelle on peut conclure. Et donc justement, on nous demande de conclure que la limite de cette expression, c'est 0 en plus l'infini. Donc très certainement que la limite de cette expression en plus l'infini va nous donner une forme indéterminée. On va vérifier. Mais ensuite ici, on va regarder finalement avec cette forme-là. Alors, en plus l'infini. J'efface et je réécris. Donc si je veux calculer la limite de 4x au cube exponentielle de moins 2x en plus l'infini, donc j'observe. X au cube, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Multiplié par 4, ça tend toujours vers plus l'infini. Dans l'exponentielle, quand x tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini, et donc moins 2x plus 1 tend aussi vers moins l'infini. Donc l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, eh bien, ça tend vers 0. Donc vous avez une forme indéterminée, puisque 4x au cube tend vers plus l'infini en plus l'infini, alors qu'exponentielle de moins 2x plus 1 tend vers 0 en plus l'infini. Et donc c'est la forme indéterminée, vulgairement appelée l'infini fois 0. Voilà. Donc il faut s'arranger pour modifier l'écriture. L'écriture, elle vous a déjà été modifiée. Donc vous savez que pour tout x appartenant à R, on vient de prouver que 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1 est en fait égal à e sur 2 fois 2x le tout au cube fois exponentielle de moins 2x. Alors, petit rappel, on vous a dit, on admet que la limite de, alors je vais utiliser des grands X pour pas qu'on se trompe, quand grand X tend vers plus l'infini, donc ça c'est dans votre énoncé au tout début de la question, on vous a dit on admet que, donc de grand X puissance n exponentielle de moins grand X, c'est égal à 0. Alors nous, on va se rendre compte qu'en fait, ici, on est exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire que si grand X, je le remplace par 2x, eh bien, je vais bien avoir 2x puissance n. Donc moi, ici, ce sera pour n égale 3. Exponentielle de moins grand X. Donc grand X, j'ai dit que c'était 2x. Donc en fait, là, je me retrouve exactement à pouvoir parler de la limite de cette partie-là de mon expression. Avec grand X qui vaut 2x. Donc ça, c'est hors limite, Alors ici, vous pouvez directement l'appliquer à votre exercice. Or, la limite quand grand X tend vers plus l'infini de x au cube exponentielle de moins x est égal à 0. Donc ça, ce sont des croissances comparées. Donc, ou plutôt 2 plus. Vous savez qu'on va vérifier quand même que 2x vérifie bien les conditions de grand X. 2x, pour le mettre à la place de grand X, il faut bien qu'il tende vers plus l'infini. Donc on vérifie que 2x, quand x tend vers plus l'infini,
ça tend bien vers plus l'infini. Donc on est bien dans le cadre de quelque chose qui tend vers plus l'infini au cube, fois exponentielle de moins ce quelque chose. Donc quelque chose qui tend vers plus l'infini au cube, fois exponentielle de moins ce quelque chose. Donc c'est bon, on est bien dans ce cas-là. Donc par composition, la limite de 2x au cube exponentielle de moins 2x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la fameuse limite avec le grand X, donc c'est égal à 0. Donc ça, multiplié par e sur 2, qui est une constante, hein, eh bien, on peut trouver la limite. Donc, la limite de... Alors, on va mettre directement 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'était quelque chose qui tendait vers 0 fois une constante, donc ça tend vers 0. Voilà qui vient conclure la question 2C. Pour la D, on vous dit, donc on vous parle de la courbe, on lui donne un nom, etc. Et ensuite, on vous dit, pardon, en utilisant la question précédente, déterminer la limite de f en plus l'infini. Alors, on va résumer. D'après la question B, d'après la question 2B, alors vous savez que f de x est compris entre 0 et 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1 pour tout x supérieur à 1. Ça, c'est ce qu'on a démontré en 2B. Donc, vous voyez ici, après, je reconnais ce dont j'ai calculé la limite en 2C. Donc, ça me fait quand même très fortement penser à un théorème des gendarmes, puisqu'on a trouvé que cette expression tendait vers 0 en plus l'infini, dans la question juste avant. Ici, il y a 0 qui bloque, donc ma fonction f, elle est bloquée entre 0 et une fonction qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc, en plus l'infini, d'après le théorème des gendarmes, la fonction f va tendre aussi vers 0. Donc, on va rappeler. Or, d'après la question 2C, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x au cube exponentielle de moins 2x plus 1, c'est 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, donc si vous voulez repréciser que la limite de 0, c'est 0, vous pouvez. Hein. Quand vous rédigez le théorème des gendarmes, des fois, il y en a qui aiment bien préciser les deux limites. Là, quand c'est une évidence comme ça, c'est pas obligatoire. Mais vous pouvez repréciser que la limite de 0 en plus infini, c'est 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est égal à 0, puisqu'il est bloqué entre deux fonctions qui tendent vers 0. Il y a la fonction constante égale à 0, et il y a celle-là dont on a montré juste avant qu'elle tendait vers 0. Alors on nous demandait également de donner une interprétation graphique à ce résultat. Alors vous savez que les interprétations graphiques des limites à votre programme, hein, ce sont les asymptotes. Donc ça veut dire que la courbe CF, donc c'est la courbe représentative de f, dont on vous a parlé, admet en plus l'infini une asymptote horizontale. Alors soit on dit horizontale, soit on dit pareil à l'axe des abscisses. Alors là, c'est même plus particulier que ça. C'est que c'est exactement l'axe des abscisses, puisque c'est la droite d'équation y égale 0. Admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Effectivement, si f de x tend vers 0 en plus l'infini, c'est-à-dire que la courbe représentative de f va venir se coller à l'axe des abscisses. Donc, se coller, ça ne se dit pas. On dit plutôt que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. Voilà pour cette question 2. On va passer à la 3. Dans la 3, c'est une question extrêmement classique. Hein, c'est qu'on me demande de dériver la fonction f. Donc, je vais rappeler l'expression f de x.
f de x, c'est 1 plus x au carré plus x au cube exponentielle de moins 2x plus 1. Voilà. Donc il faut dériver. Pour dériver cette fonction, donc déjà les dérivables, hein, pas besoin de le repréciser, c'était dit dans l'énoncé, on avait dit soit f, une fonction définie et dérivable sur R. Voilà. Sinon, je peux dire que c'est un produit de deux fonctions dérivables. Pour dériver, je repère l'opération principale, c'est une multiplication. La variable est présente dans le premier facteur, mais aussi dans le deuxième. Donc je dois utiliser la formule u fois v. Donc u de x, je vais poser égal à 1 plus x au carré plus x au cube. U est bien dérivable, donc je vais pouvoir calculer u' de x. Et j'ai aussi que v de x, du coup, ça va être exponentielle de moins 2x plus 1. Donc question extrêmement classique, hein, là-dessus, il faut absolument avoir les points. Pour dériver 1 plus x au carré plus x au cube, ce sont des sommes, donc les opérations principales sont les sommes, donc je dérive chaque petit bout séparément et je vais les réadditionner. Donc ça me donne 0 pour le premier, je ne le marque pas, x se dérive en 1, x au carré se dérive en 2x, et x au cube se dérive en 3x au carré. Pour ce qui est de la dérivée de v, la dérivée de v, v est de la forme exponentielle u. Alors, c'est pas ce u-là, hein, c'est le u dans le cours, quoi. Donc, exponentielle d'une fonction, la dérivée, c'est je recopie l'exponentielle de ma fonction sans y toucher. Par contre, devant, je vais multiplier par la dérivée de l'exposant. Donc, par la dérivée de moins 2x plus 1. La dérivée de moins 2x plus 1, c'est moins 2 plus 0. Donc, moins 2 tout simplement. Donc, la dérivée v', c'est moins 2 exponentielle de moins 2x plus 1. Et donc, je peux appliquer ma formule de u fois v pour tout x appartenant à R, f' de x égale u' fois v. Alors, dans u', vous voyez, il y a des additions. Donc, je fais bien attention, je mets mes parenthèses. Donc, 1 plus 2x plus 3x au carré, multiplié par v, c'est-à-dire exponentielle de moins 2x plus 1, plus u fois v'. Donc, u fois v', ça me donne, je mets mes parenthèses, 1 plus x au carré plus x au cube, fois v', donc moins 2 exponentielle de moins 2x plus 1. Je vérifie que vous voyez tout. Oui, c'est bon. Du coup, ça me donne quoi? Alors là, je m'aperçois que j'ai de l'exponentielle ici. Alors, je pourrais tout développer, hein, mais ça va me donner quelque chose d'extrêmement lourd. Et là, je n'ai pas la place. Donc, je vais factoriser un petit peu rapidement. Ici, je vais peut-être juste développer le moins 2 avec le 1 plus x au carré plus x au cube pour avoir juste l'exponentielle en facteur. Alors, 1 plus 2x. Donc, ça marcherait hein, de tout développer pour refactoriser. Ça ne poserait pas de problème. Donc, vous pouvez le faire. Si vous êtes rassuré de le faire, faites-le. Sinon, vous allez voir, pour éviter d'avoir trop de calculs, je peux faire comme ça. Plus, entre parenthèses. Alors là, je vais juste développer mon moins 2. En fait, ici, c'est comme si j'avais moins 2 fois toute cette parenthèse, puisque j'ai que des multiplications là. Donc, moins 2 fois 1, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois x au carré, moins 2x au carré, moins 2 fois x au cube, moins 2x au cube. Et donc, je me retrouve avec exponentielle de moins 2x plus 1. Là, je vais pouvoir factoriser par mon exponentielle. Ça va me donner, dans ma parenthèse, il me reste toute celle-là. Donc, 1 plus 2x plus 3x au carré, plus toute celle-là. Donc, plus moins 2, plus moins 2x. Donc, ça fait moins 2, moins 2x, moins 2x au carré, moins 2x au cube. Le tout fois exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer ici. Alors, les x au cube, ici, il y a moins 2x au cube. Donc, moins 2x au cube. Les x au carré, combien il y en a? Là, il y en a 3. Et là, j'en retire 2. Donc, il n'y en a qu'un. Donc, plus x au carré. Et les constantes, donc j'ai 1
Alors, pardon, les x, j'ai pas vérifié. Les x, il y en a 2 ici, mais il y en a moins 2 là, donc ils s'annulent. Et les constantes, 1, moins 2, ça donne donc moins 1. Je suis donc arrivé à l'expression de la dérivée qui m'était demandée dans mon exercice, donc j'ai fini la question. Au passage, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'à l'intérieur de ma dérivée, ici, toute cette partie-là, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que la fonction g de x que j'ai étudiée dans la partie A, vous vous souvenez, moins 2x au cube plus x au carré moins 1. Et donc ça va me servir, parce que dans la question d'après, d'avoir fait calculer la dérivée, on va me demander les variations de f, donc il va falloir que je trouve le signe. Et g de x, j'avais étudié son signe dans la partie A. Vous vous souvenez, c'était la courbe là, qui était d'abord positive, qui après était négative. On avait trouvé qu'elle était négative à partir de alpha, je vous rappelle. Donc je vais rédiger la question 4. Donc, question 4, j'écris ma dérivée puisqu'on me demande les variations de f, donc je veux trouver les signes de la dérivée. Donc je m'aperçois que f, comme je viens de dire juste avant, en fait c'est la fonction g, ça c'est g de x de la première partie, fois exponentielle de moins 2x plus 1. Donc pour trouver les variations, eh bien, je vais trouver le signe de f'. Donc comme mon opération principale dans f', c'est une multiplication, je vais faire un tableau de signes avec une ligne pour g de x et une ligne pour l'exponentielle. Donc signe de g de x, signe de exponentielle de moins 2x plus 1, et donc je conclus avec le signe de f' de x, c'est-à-dire le produit des deux. Alors, on est sur moins l'infini plus l'infini. Signe facile à trouver, c'est le signe de l'exponentielle. L'exponentielle est toujours strictement positive, c'est réglé. Par contre, g de x, on avait vu qu'elle était positive jusqu'à alpha, que alpha elle valait 0 et qu'après elle était négative. Je vous encourage à retourner voir la dernière question de la partie A. Et donc, du coup, le signe de f', c'est quoi? Entre moins l'infini et alpha, g de x est positif, donc ça c'est positif, multiplié par quelque chose de positif, c'est positif. En alpha, g de x vaut 0. G de alpha vaut 0. Donc ça fera 0 fois quelque chose, donc ça fera 0. Et sur alpha plus l'infini, g de x est négatif, exponentielle est positive, donc produit des deux négatif. Donc je peux conclure sur les variations de f. Comme la dérivée est positive sur moins l'infini alpha, eh bien je peux conclure que sur moins l'infini alpha, f est strictement croissante d'accord? Pareil, je ne refais pas de tableau de variation parce que ça ne m'est pas demandé et que si je le fais, après ça me demande de calculer les valeurs. Alors là, on avait les limites, donc je pourrais le remplir, le tableau de variation. Mais encore une fois, ça ne m'est pas demandé, donc je fais les phrases pour conclure. Donc sur alpha plus l'infini, f est strictement décroissante. Voilà pour cet exercice qui est assez sympathique dans le sens où il y a un théorème des gendarmes, il y a un peu de croissance comparée, il y a aussi un travail sur les inégalités qui est très important, et puis un travail avec une fonction auxiliaire. La fonction auxiliaire, je vous rappelle, c'est que dans une première partie, on a étudié une fonction g dont on avait l'impression qu'elle n'allait pas nous servir pour f, et finalement on la retrouve dans la dérivée de f, donc on se resserre des résultats de la partie 1. Voilà pour cette correction.